Alors, dans l'exposition, en fait, on a fait un choix qui correspond aux deux salles qui sont les plus importantes dans cette, au Moulin Elsa Triolet, Louis Aragon. Et en fait, parmi les œuvres qu'on a pensé accrocher, c'est une œuvre qui s'appelle Chambre d'écho. Alors, cette œuvre, elle a une particularité, c'est une des plus longues dans le temps de réalisation qui a été nécessaire pour l'élaborer. En fait, elle commence en 2012 et en fait, l'idée que j'avais, c'était d'essayer de spatialiser. Vous savez, souvent on parle de souvenir écran. Quelle est la chose la plus ancienne dont on se souvient dans sa vie, dans son enfance, qui serait au fond du fait qu'on identifie cette chose comme étant la plus... Avant, il n'y a rien n'apparaît dans la mémoire. Mais en fait, c'était l'idée que c'était le moment où j'avais découvert ma sensibilité que je qualifie de synesthésique. C'est-à-dire, synesthésie, c'est toujours associer deux sens. Moi, en tant que peintre, le sens principal, c'est la vision. Mais il se trouve que j'ai quelque chose qui agit toujours dans mon travail, c'est la relation entre voir et écouter. Et en fait, il se trouve que j'avais gardé en souvenir, mais à un moment très très précis de mon enfance, ma mère était peintre et elle était aussi musicienne. Bon, c'était pas une professionnelle, mais enfin, elle était concertiste et elle faisait Et un jour, sur la table, elle avait déposé un diapason dont elle se servait pour accorder sa guitare. Je me souviens, elle jouait les concertos d'Aranjuez, des choses comme ça. Et alors, je ne savais pas à quoi ça servait. Alors, elle me dit, tu veux, je te montre? Alors, elle me montre le diapason, elle le fait résonner comme ça, elle l'approche de ma vision, puis d'un seul coup, c'est sorti de mon champ visuel, et ça s'est mis à résonner dans ma tête, comme ça, un petit peu, vous savez, comme cette expérience que tout le monde a faite quand on est enfant, on dit, bah, tiens, prends le coquillage, écoute bien, tu vas entendre la mer. Et moi, je me souviens qu'on m'a fait, j'avais dit au secours. Mais je l'ai pris comme un acte, mais tout à fait sérieux. Moi, j'étais sûr qu'il y avait la mer au fond. Il n'y avait aucun doute si j'entendais la mer au fond. Et en fait, l'histoire qui s'est passée, c'est qu'après ça, c'est qu'elle a pris le diapason, elle l'a fait résonner en tapant sur le bord de la table, et après, elle l'a posé sur différents objets. Alors, ça peut être une assiette, un verre, un objet métallique, un tableau en bois, et à chaque fois, dans mon souvenir, c'était une même note, la note La. Bon. Mais en même temps, c'est faux, c'est pas la même note, c'est la même note, mais avec un timbre différent. Mais dans mon imaginaire, cette différence, c'est devenu une sorte comme vous savez, c'est comme si on ouvrait une clé de quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire où on va commencer à comprendre que l'espace n'est pas vide, que l'espace, c'est un lieu de résonance. Bon. Alors la résonance, c'est justement lié à l'écho. Bon. Alors, quand j'ai eu l'idée de spatialiser ce moment, d'ailleurs qui n'est pas du tout représenté, sinon de manière extrêmement symbolique et détournée, je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on fait l'expérience d'une chose qui est un son qui vous revient? Alors, le son, il était à échelle de 60 ans dans ma vie antérieure, comme ça, tandis que là, si j'essaye d'espaliser, tout de suite, il m'est revenu le souvenir de pousser un cri en montagne. Vous savez, puis on attend l'écho, puis là, ça revient comme ça. C'était la première intuition. Et puis, deuxième chose, c'est un texte d'une conférence, j'avais assisté de Jean-Christophe Bailly, où il parle de la lumière des mots. Et il dit qu'un mot, c'est quelque chose qui est clair dans la pensée, quelque chose. Mais surtout, un mot, c'est quelque chose qui est clair, qui est autour de la chose qui est la lumière. Hein. La puissance de la lumière, c'est pas le phénomène, c'est ce qu'elle éclaire, comme ça. Alors il y avait ça. Et puis la troisième chose, c'était comment en transformer en une œuvre. D'ailleurs, c'est l'idée, c'est une chose qui va s'élaborer à partir d'une décision qui est plus une intuition qu'une décision. Et alors après, c'est le travail du temps. Qu'est-ce qui va se passer du moment où on décide de faire ça? Alors j'ai commencé par faire des dessins, toutes sortes de choses pour essayer. Alors l'idée est venue assez vite que c'était quelque chose, le titre est venu très vite, Chambre d'écho, c'est-à-dire, parce que j'ai fait beaucoup d'œuvres qui sont liées non seulement au temps, mais avec des lieux, des chambres, des espaces clos, et puis alors donc l'œuvre, elle commence, puis au bout de 3 ans, je suis complètement
incapable d'aboutir l'œuvre et de trouver la solution qui fait que... Parce qu'en fait, c'est assez curieux quand on fait quelque chose, on sait très très bien à quel moment les choses fonctionnent et à quel moment ça s'arrête. Alors là, je suis en panne, il manque quelque chose. Quoi. Et en fait, j'ai l'ensemble des dessins qui sont exposés vis-à-vis de cette pièce. Hein. C'est un ensemble de 10 dessins qui représentent les étapes de l'élaboration de l'œuvre à 2 moments. C'est avant que je trouve la solution et après avoir trouvé la solution. Et alors, l'œuvre, elle a 3 parties. La première partie, elle est de l'autre côté de ce mur, de cet écran-là, s'appelle la cabane et le lustre sonore. Alors, l'idée, c'est que dans cette cabane et dans ce lustre sonore, il y a un mécanisme qui fait penser au mécanisme des remontes de pente. Vous savez, au pied des montagnes, comme ça, notamment dans le Jura, chez moi, là. Vous attendez pour attraper la perche, vous asseyez dessus, puis vous montez jusqu'au... Et puis ensuite, le système fait que la perche, elle revient comme ça. Et je dis, mais c'est exactement pareil que le trajet de la parole qui va jusqu'en haut, et puis qu'après, qui revient. Donc il y avait ça. Et puis, alors pourquoi la cabane, avec le lustre sonore, et pourquoi le remont de pente? Parce que la lumière des mots, c'est devenu, d'un seul coup, ce souvenir merveilleux. Si je voulais le résumer, c'est comme s'il y avait, dans mon esprit ou dans ma mémoire, comme un lustre cristal qui s'illuminait comme ça, l'idée associant le merveilleux, parce qu'en fait dans cette œuvre il y a une contradiction entre un moment merveilleux et un moment tragique dont je vais vous parler maintenant. Alors il y a 3 parties, donc le lustre, la cabane, lustre sonore. Là on voit le dos de ce que j'appelle le rideau de patience. Le rideau de patience, c'est un rideau, dans tous les théâtres il y a ça, les comédiens sont derrière, où les objets qui vont rentrer en scène, c'est le cas de le dire, sont en attente, le rideau de patience. Et derrière le rideau de patience, il y a tout cet ensemble de choses, j'appelle ça les objets de mémoire. Alors les objets de mémoire, il y avait toute cette partie-là. Et puis, comment j'ai trouvé la pièce qui manquait? Alors vous allez voir, c'est assez terrible, parce que là, j'aurais jamais imaginé que se carambolerait un événement à la fois de l'ordre de l'enfance plutôt merveilleux comme ça, avec quelque chose littéralement de tragique. En 2015, vous savez, il y a eu les attentats du Bataclan. Et il y a un étudiant des Beaux-Arts qui est mort dans la fosse au moment de l'attentat. Et il y avait un hommage qui était fait à cet étudiant dans la chapelle des Beaux-Arts. Et en fait, il y avait un livre d'or. Et moi, je me suis retrouvé à un moment dans qu'est-ce que je peux écrire? Et d'un seul coup, m'est revenue cette phrase de René Char, qui est ici, là, les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. Alors j'ai écrit cette phrase, en citant que c'était de René Char, et puis je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé le moyen Parce qu'en fait, dans une œuvre, pour que ça fonctionne sur le plan poétique, il faut qu'il y ait des éléments contradictoires qui entrent en tension. Si tout est un truc, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est parce qu'il y a cette contradiction des éléments qui se carambolent du passé au présent. Alors, l'histoire de cette phrase, elle est absolument extraordinaire, et d'ailleurs, elle recoupe René Char comme Aragon, tous les deux étaient des résistants. René Char, il disait, moi, pendant la guerre, j'étais un poète, mais je n'ai pas écrit de poésie. La poésie, je l'ai fait avec un fusil à la main. Ça, pour moi, c'est une phrase extraordinaire, parce que face à la barbarie, effectivement, il y a un moment, il faut passer par la violence. C'est impossible. Les poèmes ne vont jamais changer. Par contre, René Char, il devient chef d'un petit groupe de résistants, et un jour, ils sont planqués dans le grenier d'une grange, et ils voient arriver une colonne de soldats allemands. Ils descendent des camions, ils s'arrêtent devant la maison de leur ami, qui était un poète, qui s'appelle Roger Bernard. Ils le font sortir, et sur le champ, ils le fusillent. Bon. Les camarades de René Char lui disent tout de suite, mais écoute, on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on intervienne, ils sont armés. René Char dit, non, on ne bouge pas. Si on bouge, ce n'est pas une personne, c'est tout le village, on savait comment ça se passait. Hein. Et René Char, face à ça, imagine la décision de laisser sous ses yeux. Il a vu son camarade poète, qui était un jeune poète qui avait 23 ans, très prometteur sur le plan le début de son œuvre poétique, enfin de ce qu'il avait fait en poésie, d'avoir vu ça. Il rentre chez lui et il écrit cette phrase. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. Alors, c'est là où je me suis dit, en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire,
le retour du passé qui se fait dans la chambre d'écho, il y a des choses qui reviennent, il y a à la fois le merveilleux, mais il y a en même temps ce qu'on vivait avec les attentats islamiques à Paris, c'est-à-dire c'est le retour d'une barbarie mais absolument aveugle qui est égale à celle des nazis. C'était une atrocité de massacrer les... Et en fait, c'est en intégrant cette phrase, alors je l'ai fait de telle façon, la phrase elle est découpée, elle est répétée, chaque mot est répété 5 fois, et elle est maintenue sur des axes, un petit peu comme dans les systèmes d'horlogerie, où il y a des, je sais pas comment, c'est une pierre précieuse qui permet de faire l'axe, les aiguilles, ce qui fait que les mots là, les yeux sont encore capables de pousser un cri, lorsqu'il y a le moindre souffle comment, et se mettent à tourner. Et avec, si on était dans l'obscurité, s'il y a un rayon de lumière extrêmement directionnel, la phrase elle se propulse à la fois sur le dos du rideau de patient, mais en même temps sur les murs, et tout ça. Alors c'est comme ça que je me suis dit, ben ça y est, j'ai trouvé la solution. Et l'œuvre, elle continue comment dire, sa vie par le sens qu'elle prend dans le regard des visiteurs, des regardeurs. Mais pour moi, ça y est, j'avais trouvé le moyen de la terminer. Parce qu'en fait, une œuvre, pour passer la suivante, il faut que les intuitions aboutissent à quelque chose qui puisse restituer, non pas la totalité, mais la complexité de ce qui était au départ de l'idée, qui est de l'ordre d'une émotion, qu'il faut, mais c'est comme quelqu'un qui fait un roman, c'est une construction, il y a presque une narration, il faut trouver le rejet, qu'est-ce qui va s'imposer en premier, qu'est-ce qu'on va voir en premier. Il y a une sorte de... il faut décomposer son travail comme si on était totalement extérieur pour voir si je suis complètement extérieur. Est-ce que je peux vérifier dans ce que j'ai fait ce que j'ai pensé ou ce que j'ai ressenti.